Lors d'un dîner de famille, ma nièce m'a arraché mon bracelet et a dit « Maman dit qu'il vient du marché aux puces » puis elle a cassé le fermoir. Ce soir-là, j'ai annulé ces 60 000 $ de frais de scolarité au conservatoire de musique, définitivement. Le bruit du platine qui se brise est plus silencieux qu'on ne le pense, mais ce dimanche matin-là, cela a résonné comme un coup de feu. Ma nièce de 16 ans, Madison, ne m'a même pas regardé. Elle était en direct avec ses abonnés. Elle avait arraché le bracelet vintage directement de mon poignet, le montrant à la caméra et le traitant de ferraille ternie. Quand il n'est pas passé autour de sa main, elle ne l'a pas détaché. Elle a tiré d'un coup sec. La délicate chaînette de sécurité s'est rompue, et 80 ans d'histoire se sont fracassés sur les dalles du patio. Mon frère Ryan sirotait son mimosa. Ma belle-sœur, Tiffany, n'a même pas levé les yeux de sa ring light. Madison a gloussé. Oups. De toute façon, c'est de la poubelle. Personne n'a bougé. Personne ne s'est excusé. Ils pensaient que ce n'était que des bijoux. Ils ne savaient pas que c'était la seule raison pour laquelle ils avaient encore un toit au-dessus de leur tête. Avant de voir exactement combien cette plaisanterie lui a coûté, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez en ce moment. Je veux voir qui fait partie de notre communauté aujourd'hui. J'ai ramassé les morceaux du bracelet sur la pierre froide. Le platine semblait lourd dans ma paume, un poids mort là où battait un pouls autrefois. Au-dessus de moi, le brunch continuait. Ma belle-sœur Tiffany était occupée à ajuster l'angle de sa lumière, se plaignant que les ombres gâchaient son esthétique. Mon frère Ryan remplissait les verres, riant d'une blague qu'il avait entendue 1000 fois, jouant le rôle du pourvoyeur prospère dans une maison qu'il ne pouvait pas, en réalité, se permettre. Cette maison était un décor de théâtre. Le jardin tentaculaire, les comptoirs en marbre importé, le leasing du SUV de luxe dans l'allée. Tout n'était qu'une performance de perfection, financée par des cartes de crédit plafonnées et des renflouements qu'il ne reconnaissait jamais. Et moi, j'étais l'équipe en coulisses. J'étais Nathalie, la simple archiviste, l'historienne qui passait ses journées dans la poussière et le silence. Pour eux, j'étais ennuyeuse. J'étais la belle-sœur vieille fille, qui portait des chaussures raisonnables et conduisait une berline de 6 ans. J'étais tolérée parce que j'étais utile. Je me suis levé, glissant le métal brisé dans ma poche. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Une version plus jeune de moi aurait pleuré, les suppliant de comprendre la valeur sentimentale de ce que Madison venait de détruire. Mais la femme debout sur ce patio ressentait tout autre chose. C'était une clarté froide et clinique. Pendant des années, je m'étais demandé pourquoi je restais. Pourquoi payais-je leurs impôts fonciers quand ils risquaient la saisie? Pourquoi couvrais-je le coût de leurs vacances, d'urgence? Pourquoi virais-je secrètement 60 000 $ par an au conservatoire de musique d'élite pour que Madison puisse jouer du violon, tout ça pendant qu'il se moquait de ma frugalité? J'appelais ça de la gentillesse. Je me disais que j'étais le ciment qui maintenait la famille unie. Mais en regardant Tiffany, qui montait maintenant la vidéo de mon humiliation pour sa story, j'ai réalisé la vérité. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était la chaîne invisible du survivant. Quand on grandit en étant celui qui répare les choses, on commence à croire que notre seule valeur réside dans notre utilité. On croit que l'amour est une transaction. Si vous payez la facture, ils vous aimeront. Si vous résolvez la crise, ils vous respecteront. Vous portez cette chaîne volontairement parce que vous êtes terrifié à l'idée que, sans elle, vous n'êtes rien. C'est une prison que vous vous construisez brique par brique, chèque par chèque. J'avais passé 31 ans à croire que si j'endurais assez de manque de respect, je finirais par gagner ma place à la table. Je pensais que mon silence était digne. Je pensais que mon soutien invisible était noble. Mais en regardant Madison, qui s'ennuyait déjà et faisait défiler son téléphone, j'ai réalisé que je n'avais pas été noble. J'avais été une complice. Je leur avais appris que j'étais une ressource naturelle à exploiter, et non une personne à respecter. Ils ne voyaient pas une sœur ou une tante debout là. Ils voyaient un appareil électroménager. Et quand un appareil tombe en panne, on ne lui présente pas d'excuses. On lui donne un coup de pied. Tiffany m'a jeté un coup d'œil, agitant une main dédaigneuse. Ne fais pas cette tête tragique, Nat. Il avait l'air vieux de toute façon. Tu pourras sûrement en tirer quelques dollars pour la ferraille. Je l'ai regardé. J'ai regardé la maison que mon argent avait sauvée. J'ai regardé l'enfant que mon argent éduquait. La chaîne autour de mon cou ne s'est pas brisée. Elle s'est simplement dissoute.
Je m'en vais, ai-je dit. Ma voix était calme, à peine un murmure par-dessus la musique. Ryan ne s'est même pas retourné. Ok, à la semaine prochaine. N'oublie pas le cadeau d'anniversaire de maman. J'ai traversé les portes vitrées coulissantes, passant devant l'îlot de cuisine où les factures impayées étaient généralement cachées dans un tiroir, et je suis sorti par la porte d'entrée. Je suis monté dans ma voiture. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement. Le silence à l'intérieur du véhicule était lourd, mais il n'était pas vide. C'était le bruit d'un contrat qui expirait. Le trajet de retour a été un flou d'asphalte et d'adrénaline. Je n'ai pas fait d'excès de vitesse. Je n'ai pas brûlé de feu rouge. Je conduisais avec la précision terrifiante de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il tient le détonateur. Quand je suis entré dans mon appartement, l'air était calme et frais. Ça sentait les vieux livres et le vernis au citron, un contraste frappant avec le parfum suffocant de la garden party de Tiffany. J'ai posé mes clés sur le comptoir. Je me suis fait une tasse de thé Earl Grey, regardant la vapeur monter dans la cuisine silencieuse. Mes mains étaient stables. J'ai apporté la tasse à mon petit bureau, dans le coin du salon, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé, illuminant les piles de boîtes d'archives qui bordaient les murs. C'était ma vie. Calme, ordonnée, et secrètement incroyablement coûteuse. Je me suis connecté à mon portail bancaire en premier. Ensuite, j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Je l'ai appelée « Le registre des fantômes ». Pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à taper les chiffres que j'avais gardés cachés dans ma tête. Les paiements hypothécaires pour la première maison de Ryan quand il a perdu son emploi, 42 000 $. Le prêt pour la boutique de Tiffany qui a fait faillite en 6 mois, 25 000 $. L'apport pour leur maison témoin actuelle, inscrit comme un « don » pour qu'ils puissent être éligibles au prêt, 80 000 $. J'ai fixé les chiffres. Ils étaient stupéfiants. Tiffany et Ryan se promenaient comme des membres de la royauté, publiant des photos de leur style de vie luxueux, jugeant mes vêtements raisonnables et ma voiture de 10 ans. Mais leur royaume était bâti sur les fondations de mon argent. C'était l'illusion de pouvoir du portefeuille vide. Ils croyaient que dépenser de l'argent les rendait puissants. Ils croyaient que consommer les rendait importants. Mais le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que vous dépensez. Il réside dans ce que vous contrôlez. Et je contrôlais tout. Je me suis connecté au portail des donateurs du Conservatoire de musique d'élite. Mon nom d'utilisateur était anonyme, juste une série de chiffres connus uniquement du conseil d'administration. J'ai navigué vers la page des bourses actives. Elle était là, la bourse de mérite artistique Madison H., 60 000 $ par an, entièrement financée par un bienfaiteur anonyme. Moi. Je l'avais mise en place il y a 3 ans, quand Madison a montré des promesses pour la première fois. Je voulais qu'elle ait le meilleur. Je voulais qu'elle ait les opportunités que je n'avais jamais eues. Je voulais croire que si je donnais assez, il finirait par me voir. Mais il ne voyait pas le donateur. Il ne voyait que le trajet gratuit. Il supposait que l'argent venait de l'école, de l'univers, ou de leur propre exceptionnalité inhérente. Ils ne se sont jamais demandé une seule fois comment une élève médiocre avec une mauvaise attitude avait obtenu l'une des bourses les plus prestigieuses du pays. J'ai regardé le bracelet brisé posé à côté de mon ordinateur portable. Le bijoutier m'avait dit, il y a des années, qu'il valait 21 000 $. Mais sa valeur n'était pas dans le métal. Elle était dans l'histoire. C'était un symbole de dignité qui avait survécu des décennies, seulement pour être brisé par une adolescente qui pensait que la valeur se mesurait en « like ». Les frais de scolarité de Madison pour 3 ans s'élevaient à 180 000 $. Le bracelet valait 21 000 $. Le calcul était simple. Ils avaient détruit quelque chose de précieux pour moi parce qu'ils pensaient que j'étais radine. Ils pensaient que je ne pouvais pas me permettre de belles choses. Ils ne réalisaient pas que je ne pouvais pas me permettre de belles choses parce que j'achetais leur vie entière. J'ai déplacé mon curseur sur l'onglet « Gérer le financement ». Mon doigt a plané sur le pavé tactile. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas triste. Je sentais le poids froid et dur d'un bilan qui s'équilibrait enfin. J'ai cliqué sur « Annuler le virement récurrent ». Une boîte de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir révoquer cette bourse? Cette action est immédiate et peut affecter le statut d'inscription de l'étudiant. J'ai cliqué sur oui. L'écran s'est actualisé. Statut inactif. Financement retiré.
Je me suis adossé à ma chaise et j'ai pris une gorgée de thé. Il était encore chaud. Le silence dans l'appartement n'était plus solitaire. Il était coûteux. C'était le son de 180 000 $ restant exactement là où il devait être. Le « bug dans la matrice » s'est produit lundi à 9 h. Mon téléphone a sonné. C'était Tiffany. J'ai fixé son nom sur l'écran, ressentant un étrange sentiment de détachement. Elle ne m'appelait jamais le lundi. Les lundis étaient réservés à sa planification de contenu de « m'influencer ». J'ai répondu, gardant ma voix neutre. « Bonjour, Tiffany. » Elle n'a même pas dit bonjour. « Nat, Dieu merci, tu as décroché. On a une crise. Le conservatoire vient d'appeler Ryan. Ils disent que le chèque des frais de scolarité pour ce semestre a été rejeté. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise, regardant un grain de poussière flotter dans un rayon de soleil. Rejeté. C'est étrange. C'est plus qu'étrange. C'est humiliant. Elle criait maintenant, sa voix perçante. Ils ont dit que la source de financement a été retirée. Retirée? Tu peux croire à une telle incompétence? Madison est en pleine répétition. Si ce n'est pas réglé aujourd'hui, ils vont la retirer du programme. J'ai pris une gorgée lente de café. Ça a l'air stressant. Stressant? C'est un désastre. Tiffany souffla bruyamment. Écoute, Ryan est inutile avec ce genre de choses, et je suis débordé avec un contrat de marque. Puisque tu travailles dans les archives et que tu connais la paperasse, peux-tu les appeler? Tu sais, utiliser ta voix professionnelle? Dis-leur que c'est manifestement une erreur administrative et qu'ils doivent la rétablir immédiatement. J'ai failli rire. C'était du Tiffany tout craché. Même dans une crise causée par sa propre arrogance, elle essayait d'externaliser le travail vers moi. Elle n'a pas pensé une seconde que l'argent avait réellement disparu. Pour elle, l'argent était juste quelque chose qui existait, comme l'air. C'était une ressource à laquelle elle avait droit. L'idée que quelqu'un l'ait délibérément retirée était impossible. Je ne peux pas les appeler, Tiffany, ai-je dit calmement. Je ne suis pas une tutrice légale. Ils ne me parleront pas, fais juste semblant, claqua-t-elle. Dis que tu es je ne sais pas, son gestionnaire d'affaires. Règle ça, Nathalie. On n'a pas le temps pour ces bêtises. Je suis sûr que le donateur a ses raisons, ai-je dit. Ma voix était posée, dépourvue de la panique qu'elle attendait. Des raisons? Quelles raisons? Madison est un prodige. C'est juste un bureaucrate jaloux qui essaie de la saboter. Probablement quelqu'un qui a vu son live hier et qui a envié son style de vie. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Elle avait raison. C'était à propos du live, mais pas à cause de l'envie. À cause de l'exposition. Elle avait exposé leur cruauté à la seule personne qui comptait. Je ne peux pas t'aider, Tiffany, ai-je dit. Vous allez devoir gérer ça vous-même. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse crier à nouveau. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était lourd de la connaissance de ce qui allait arriver. Ils étaient sur le point de heurter le mur de la réalité, et pour la première fois de leur vie, je n'allais pas être là pour mettre un oreiller entre eux et l'impact. La phase de déni a duré exactement 48 heures. Dès mercredi, elle avait tourné à la victimisation. Tiffany a posté une vidéo dans sa story Instagram. Elle pleurait, se filtrant en noir et blanc pour paraître plus tragique. Les gars, je tremble littéralement, chuchotait-elle dans son téléphone. Des membres de la famille jaloux essaient de saboter l'avenir de Madison. Ils ont piraté le portail des bourses. C'est tellement triste que les gens ne supportent pas de voir une jeune fille briller. J'ai regardé ça depuis mon bureau au musée, ressentant un mélange étrange d'amusement et de dégoût. Elle ne demandait pas d'aide. Elle utilisait son public comme une arme. Elle voulait de la sympathie, pas des solutions. Puis mon téléphone a vibré. C'était Madison. Tante Nat, maman dit que tu ne veux pas réparer le bug. Sérieusement, j'ai besoin d'un nouvel archet pour le spectacle. Et puisque tu fais ta bizarre, tu me dois bien ça. Le bracelet était de la Camelote, mais j'ai regardé et Cartier a un bracelet Love qui est genre, ok. Achète-moi ça et on est quitte. J'ai fixé le message. On est quitte. Elle avait brisé un héritage, perdu une bourse, et elle pensait que je lui devais quelque chose.
Son sentiment d'avoir tous les droits était époustouflant. Ce n'était pas juste un défaut. C'était une vision du monde. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur de travail. J'ai tapé un en-tête officiel au conseil d'administration du Conservatoire de musique d'élite. Je n'étais pas seulement une donatrice anonyme. En ma qualité d'historienne, j'avais passé 5 ans à archiver les compositions originales du fondateur du conservatoire. J'avais découvert des symphonies perdues, restauré des manuscrits fragiles et organisé l'exposition qui leur avait apporté une renommée internationale. J'étais un partenaire silencieux de leur héritage. J'ai écrit avec précision. J'ai détaillé les termes de la bourse de mérite artistique Madison H. J'ai cité la clause concernant le code de conduite du donateur, spécifiquement la section sur l'intégrité et le respect de la préservation historique. J'ai joint une photo du bracelet brisé à côté de la lettre manuscrite originale du fondateur, l'offrant à ma grand-mère. Cette étudiante, ai-je écrit, a fait preuve d'un mépris flagrant pour l'histoire même que cette institution est construite pour protéger. En détruisant une partie de l'héritage personnel du fondateur pour sa notoriété sur les réseaux sociaux, elle a violé l'esprit de cette bourse. Par conséquent, j'exerce mon droit de révoquer le financement de manière permanente. Cette décision est définitive et irréversible. J'ai cliqué sur Envoyer. 10 minutes plus tard, j'ai reçu une réponse du président du conseil. Chère mademoiselle Nathalie, nous sommes horrifiés. Nous ignorions ce lien. La révocation est traitée immédiatement. Nous allons également revoir son statut d'inscription en attendant une audience de conduite. Merci pour votre dévouement continu à notre histoire. J'ai fermé mon ordinateur portable. Le changement était complet. Je n'étais plus seulement la tante. Je n'étais plus le paillasson. J'étais l'archiviste. J'avais organisé leur ascension, et maintenant, j'avais organisé leur chute. Le silence sur mon téléphone n'était plus en attente. Il était en chargement. La bijouterie n'était pas dans un centre commercial. Elle était nichée dans le quartier historique, derrière une lourde porte qui bourdonnait quand on appuyait sur l'interphone. L'air à l'intérieur sentait le poli à métal et la concentration silencieuse. Monsieur Abernathy, un homme qui avait passé 60 ans à scruter le cœur des diamants, a ajusté sa loupe alors que je posais les morceaux brisés du bracelet sur le coussin de velours. Platine, murmura-t-il, sa voix rauque. Art déco du milieu du siècle. Un savoir-faire exceptionnel. On ne voit plus de fermoirs comme ça. Ils étaient conçus pour tenir pour toujours. Il a ramassé la chaînette de sécurité brisée avec une pince à épiler, la tournant sous la lumière crue. Ce n'était pas de l'usure, dit-il, me regardant par-dessus ses lunettes. C'était de la violence. Quelqu'un a tiré dessus avec une force significative. Je sais, dis-je. Il n'a pas répondu immédiatement. Il a ramassé la bande principale, celle que Madison avait appelée de la ferraille ternie, et l'a inclinée. Il s'est arrêté. Il a plissé les yeux. Puis il a laissé échapper une inspiration brusque, un son si fort dans la pièce calme que j'ai tressailli. Mademoiselle Nathalie, dit-il, sa voix tombant dans un murmure. Connaissez-vous la provenance de cette pièce? C'était à ma grand-mère, ai-je dit. Elle me l'a laissé. Elle a dit que c'était spécial, mais elle n'a jamais dit pourquoi. Monsieur Abernathy m'a fait signe de m'approcher. J'ai regardé à travers la loupe. À l'intérieur de l'anneau, gravé dans une écriture si microscopique qu'elle ressemblait à une éraflure à l'œil nu, se trouvait une inscription, à Eleanor, pour la musique qui m'a sauvé. H.V. 1948. Mon sang s'est glacé. H.V. Heinrich von Statan, le fondateur du Conservatoire de musique d'élite. L'homme dont la statue se dressait dans la cour où Madison rêvait de jouer. L'homme dont j'avais passé les 5 dernières années à restaurer les partitions originales dans les archives. Votre grand-mère, dit doucement M. Abernathy, était Eleanor Vance. Elle n'était pas juste une mécène, dit-il, les yeux grands ouverts de révérence. Elle était sa première violoncelliste. Quand la guerre a fini, elle l'a aidé à faire sortir ses compositions d'Europe en contrebande. Il a fait faire ceci pour elle. Ce n'est pas juste un bijou, mademoiselle Nathalie. C'est une relique. Sa place est dans un musée. J'ai fixé le métal brisé. L'ironie était suffocante. Madison, dans sa quête de gloire virale et de validation superficielle, n'avait pas juste cassé un bracelet.
Elle avait profané un morceau d'histoire directement lié à l'institution même qu'elle désespérait de rejoindre. Elle prétendait vivre pour la musique, et pourtant elle avait littéralement brisé l'héritage de l'homme qui avait construit son monde. Tout ça parce que ce n'était pas assez brillant pour TikTok. Pouvez-vous le réparer, ai-je demandé, ma voix stable, bien que mon esprit s'emballe. Je peux, dit solennellement Monsieur Abernathy. Je peux fusionner le platine, mais la cicatrice restera. Le métal a une mémoire. Bien, ai-je dit. Laissez la cicatrice. Je suis sorti de la boutique dans le soleil aveuglant de l'après-midi. Je me sentais plus lourde, mais aussi plus affûtée. Avant ce moment, ma décision de retirer le financement ressemblait à de la justice. Maintenant, cela ressemblait à un devoir. Madison ne manquait pas seulement de gratitude. Elle manquait de la révérence fondamentale requise pour être une artiste. Elle était une vandale dans le temple de la musique. J'ai sorti mon téléphone. Il y avait 12 appels manqués de Ryan. Un texto de Tiffany est apparu. Il faut qu'on parle. Maintenant. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de parler. J'avais la vérité dans ma poche. Et elle était plus lourde que le platine. Le rebondissement n'était pas que j'avais l'argent. Le rebondissement était que je détenais l'histoire. Et l'histoire, je le savais mieux que quiconque, a une façon d'enterrer ceux qui ne la respectent pas. Le téléphone a vibré à nouveau. On arrive. J'ai souri. Qu'ils viennent. J'étais prête. L'embuscade a eu lieu jeudi à 18h. J'étais assise dans mon salon, lisant un livre sur la théorie musicale, profitant du bourdonnement calme de mon appartement entièrement payé. Puis, des coups à la porte ont brisé la paix. J'ai regardé par le Judas. C'était Ryan, Tiffany et Madison. Ils avaient l'air frénétiques. Ryan faisait les 100 pas. Le maquillage de Tiffany était taché. Madison avait l'air renfrogné, les bras croisés, clairement traîné là contre son gré. J'ai ouvert la porte. Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis resté dans l'encadrement, bloquant leur passage. Je peux vous aider? Aide-nous, explosa Ryan, me bousculant pour entrer dans le salon. Nathalie, es-tu folle? On vient de recevoir une lettre du conservatoire. Il nous donne 48 heures pour payer $60 000, sinon Madison est expulsée. Tiffany était juste derrière lui, la voix tremblante. Ils ont dit que le donateur a retiré le financement pour violations éthiques. Violations éthiques. Tu imagines le culot? On a besoin de cet argent, Nat. Tu dois nous le prêter. Juste jusqu'à ce que la prochaine commission de Ryan arrive. Madison s'est affalée sur mon canapé sans demander, donnant un coup de pied pour enlever ses chaussures sur mon tapis propre. C'est tellement injuste, marmonna-t-elle. Je n'ai même rien fait. Je les ai regardés. La panique, le sentiment que tout leur est dû, le manque complet de conscience de soi. Ils pensaient encore que c'était une négociation. Ils pensaient encore que j'étais le filet de sécurité. Je ne peux pas vous prêter l'argent, ai-je dit doucement. Bien sûr que tu peux, cria Ryan. Tu as des économies. Tu vis comme une nonne. Nous sommes la famille, Nathalie. Tu ne peux pas laisser l'avenir de Madison être détruit à cause d'une erreur administrative. Ce n'était pas une erreur administrative, ai-je dit. Je me suis dirigé vers mon bureau. J'ai pris une simple feuille de papier, la confirmation imprimée du retrait. Je l'ai tendue à Ryan. Qu'est-ce que c'est, claqua-t-il, l'arrachant de ma main. Lis la ligne de signature, ai-je dit. Il a scanné le document. Ses yeux se sont arrêtés en bas. Son visage est devenu pâle. Il a levé les yeux vers moi, puis a regardé à nouveau le papier. Signature du donateur, Nathalie Vance. Toi, chuchota Tiffany. J'étais la donatrice depuis 3 ans, dis-je. $180 000 payés trimestriellement, anonymement. Mais pourquoi, balbutia Ryan. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Parce que je voulais que Madison réussisse par son propre mérite, ai-je dit. Et parce que je savais que si vous saviez que l'argent venait de moi, vous ne le respecteriez pas. Vous le traiteriez comme tout ce que je vous donne, attendu, jetable, dû. Tiffany s'effondra sur l'accoudoir du canapé. Mais tu l'as annulé. À cause du bracelet. Pas juste le bracelet, ai-je dit, à cause du manque de respect.
À cause de ce sentiment que tout vous est dû. Parce que vous êtes resté là et avez regardé votre fille détruire quelque chose de précieux pour moi pour de la gloire sur Internet, et vous ne lui avez même pas dit de s'excuser. Madison leva les yeux plissés. C'était juste un vieux bracelet, tante Nat. Bon sang, passe à autre chose. Ce n'était pas juste un bracelet, ai-je dit, ma voix coupant la pièce comme un scalpel. C'était un cadeau de Heinrich von Statan. Le nom resta suspendu dans l'air. Même Madison, avec son attention limitée, connaissait ce nom. Il était gravé en or au-dessus de l'entrée de son école. Il l'a donné à ma grand-mère en 1948, ai-je continué. Il l'appelait la femme qui a sauvé sa musique. Quand tu as brisé cette chaînette de sécurité, Madison, tu n'as pas juste brisé un bijou. Tu as brisé un lien direct avec le fondateur de l'institution même que tu supplies de fréquenter. Tu as profané son héritage. Ryan avait l'air d'avoir envie de vomir. Tiffany couvrit sa bouche avec sa main. La bouche de Madison tomba ouverte, sa défiance renfrognée se fissurant enfin. Tu savais, chuchota Madison. Je suis historienne, ai-je dit. C'est mon travail de savoir, et c'était mon travail de protéger cet héritage des gens qui n'en comprennent pas la valeur. Le silence dans la pièce était absolu. La dynamique de pouvoir avait changé si violemment que je pouvais presque sentir la pression de l'air changer. Ils n'étaient plus la famille prospère exigeant de l'aide de la tante pauvre. Ils étaient des vandales debout dans la maison de leur mécène, et l'addition était enfin arrivée. Tiffany fut la première à craquer. Elle éclata en sanglots, mais ce n'étaient pas les jolies larmes filtrées qu'elle mettait en scène pour Instagram. C'étaient des sanglots laids et désespérés. Elle a attrapé ma main, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. S'il te plaît, Nat, tu ne peux pas faire ça. C'est le rêve de Madison. C'est juste une enfant. Tu ne peux pas punir une enfant pour avoir été bête. J'ai retiré ma main. Bête? Casser la propriété d'un étranger est bête. Profaner un artefact historique parce qu'il ne va pas avec ta tenue, c'est une pourriture de caractère. Ryan s'avança, l'air hagard. Nathalie, s'il te plaît, on te remboursera. Je le jure. Rétablis juste la bourse. Si elle se fait virer maintenant, elle n'entrera jamais à Juilliard. Sa vie sera finie. Sa vie ne sera pas finie, ai-je dit. Elle sera juste différente. Elle sera méritée. J'ai regardé Madison. Elle ne pleurait pas. Elle fixait le sol, le visage brûlant d'un mélange de honte et de fureur. Je ne détruis pas son avenir, Ryan, ai-je dit, ma voix douce mais inflexible. Je le sauve. Ils m'ont regardé, confus. Si je la renfloue maintenant, ai-je continué, si je la laisse croire qu'elle peut détruire l'histoire et traiter les gens comme des ordures sans conséquence, elle grandira pour devenir un monstre. Elle aura du talent, oui, mais le talent sans caractère ne vaut rien. C'est une maison bâtie sur du sable. J'ai marché jusqu'à la porte et les tenues ouvertes. L'air frais du soir s'est engouffré, dissipant l'atmosphère étouffante de leur suffisance. Je plante une graine, leur ai-je dit. C'est une graine dure, et elle va être amère à avaler. Mais peut-être que dans 10 ans, quand Madison tiendra quelque chose de précieux entre ses mains, elle se souviendra du bruit de ce platine qui se brise, et elle le traitera avec respect. C'est la seule bourse qu'il me reste à donner. Ils sont partis en silence. Personne n'a claqué la porte cette fois. Ils sont sortis dans le couloir comme des fantômes portant le poids d'une réalité qu'ils ne pouvaient plus nier. 3 semaines plus tard, j'ai récupéré le bracelet chez Monsieur Abernathy. La réparation était magistrale, mais la cicatrice était là, une fine veine d'argent courant à travers le platine là où la chaînette de sécurité avait été fusionnée. Je l'ai glissé à mon poignet. Il semblait différent maintenant, plus lourd, plus réel. Ce n'était plus seulement le cadeau d'une grand-mère. C'était une cicatrice de bataille. Madison a été retirée du conservatoire. Ryan et Tiffany n'ont pas pu trouver les 60 000 $. Elle fréquente le lycée public local maintenant. J'ai entendu par un ami commun qu'elle a vendu son archet de violon coûteux pour payer les réparations de son propre écran de téléphone quand elle l'a fait tomber. C'est un début. Je me suis assise dans mon salon alors que le soleil se couchait, la lumière dorée frappant les piles de boîtes d'archives. Mon téléphone était silencieux. Le compte en banque était plein. La chaîne invisible avait disparu. Je n'étais plus la tante qui payait tout. J'étais juste Nathalie.
Et pour la première fois de ma vie, le silence n'attendait pas de permission. C'était la paix. Si vous avez déjà dû couper une main qui vous faisait mal juste pour sauver votre propre paix, partagez cette histoire. On ne sait jamais qui a besoin de permission pour enfin dire non.